Messieurs, merci de nous rejoindre dans notre rubrique habituelle, dans notre émission EcoDev. EcoDev spécial aujourd'hui pour la bonne et simple raison que nous avons décidé d'évoquer un secteur d'activité lié à un événement tragique que le Sénégal a connu il y a quelques jours. On était encore le lundi 16 septembre quand un navire a chaviré, faisant 4 morts. Pourquoi nous l'évoquons dans cette émission ? Parce que l'objet de cette excursion de ce navire est lié à un secteur que nous convoquons aujourd'hui, le secteur du tourisme, puisque c'était un navire qui transportait des touristes qui étaient en excursion sur des îlots Madeleine et Sarpan pour des excursions de découverte. Le Sénégal compte de nombreux sites historiques que l'on gagnerait à découvrir, que ce soit à Dakar, dans les régions, dans les îles et ailleurs. Il est une volonté politique qui veut faire renaître le tourisme local, le tourisme intégré, pour découvrir beaucoup de sites historiques. Nous avons le plaisir, et c'est à titre exceptionnel d'ailleurs que nous introduisons cette émission en français. À ma droite, j'ai M. Moustapha Kane, secrétaire permanent et membre du Haut Conseil du dialogue social, secrétaire permanent du patronat du tourisme. À ma gauche, j'ai le directeur général de la SAPCO, Maître Aliou Sow. Merci aussi de nous rejoindre dans cette émission. Merci beaucoup, M. Cissé, de nous avoir invités. Mais je dois préciser que ce n'est plus une société d'aménagement et de promotion de la Petite Côte, mais c'est une société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal. C'est pourquoi désormais, on parle de SAPCO Sénégal SA. On s'est arrangé beaucoup pour que ça reste SAPCO en tout cas. SAPCO. C'est très bien comme ça. Maître Aliou Sow, directeur général de la SAPCO, j'ai introduisé tout à l'heure en disant que votre secteur est convoqué par le truchement de ce drame qui s'est produit le lundi 16 septembre. Est-ce qu'il y a comme ça des sites sur lesquels des opérateurs historiques se sont positionnés pour les faire découvrir et qui impulsent le développement du tourisme dans ce pays? Il y a de cela plusieurs décennies que des acteurs privés, des acteurs connus, que ce soit dans le domaine du transport touristique, que ce soit dans le domaine de l'hôtellerie, que ce soit dans le domaine de la promotion, se sont positionnés pour vendre la destination Sénégal, que ce soit aussi au niveau interne, que ce soit aussi au niveau international. Mais il est clair que un certain nombre de sites méritent encore d'être pris en charge du point de vue des routes, c'est-à-dire quand je parle des routes, que ce soit sur le plan du transport terrestre, du transport fluvial, du transport maritime, du transport aérien, pour permettre aux touristes, que ce soit les touristes nationaux ou étrangers, d'accéder facilement. Maintenant, du point de vue de la compétence, il y a au niveau du secteur du tourisme une direction qui est dédiée à ces questions. Et la SAPCO aussi, depuis 2013, a une compétence nationale sur la question de l'aménagement et de la promotion des côtes touristiques, des zones touristiques. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que il y a des efforts à faire du point de vue de l'aménagement, n'est-ce pas, et de la prise en charge, de la mise en tourisme de ces sites-là. Justement, quand vous avez eu connaissance de cet incident qui a fait 4 morts, qui était lié au tourisme, comment vous, dans un premier temps, vous appréhendez cet accident? Est-ce que vous vous dites que ça va être un coup de frein à l'essor du tourisme, à la découverte de certains sites, notamment avec le tourisme fluvial qui commence à connaître quand même un essor? Comment vous l'appréhendez? Bon, je dois d'abord présenter mes sincères condoléances à aux familles éplorées. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que il ne s'agit pas seulement d'un incident qui frappe le secteur du tourisme. Vous savez, le tourisme appelle plusieurs disciplines, plusieurs interventions. Je le disais tout de suite, du point de vue du transport, le tourisme, c'est une activité. Mais ceux qui doivent concourir à réaliser cette activité, je pense que c'est un ensemble qu'il faudrait adresser dans le domaine des activités maritimes. Vous avez la météorologie qui intervient, la prévision météorologique. Je pense que les promoteurs aussi doivent travailler en prenant en compte ces éléments-là. L'autre aspect, nous avons les questions environnementales. L'île Sarpan est une zone qui est gouvernée par les services de l'environnement.
Vous avez aussi notre armée avec, n'est-ce pas, toute la zone de protection qui relève de leurs compétences. Vous avez l'agence dédiée aux activités maritimes. Vous avez donc tout un ensemble d'acteurs qui doivent aujourd'hui concourir à ce que ces sites-là soient des sites non seulement aménagés, mais des sites qui sont accessibles et qui sont accessibles en toute sécurité. Et je pense que, vu sous cet angle-là, on ne peut pas tout simplement interroger le volet tourisme comme étant une finalité. Mais il faut en amont voir tout cet arsenal de mesures à prendre pour que nos sites-là puissent être des sites touristiques viables. On va quand même interroger l'impact sur le tourisme. Monsieur Moustapha Kane, vous êtes du patronat du tourisme, membre du Haut Conseil du dialogue social, bien entendu. Quand vous avez eu connaissance de cet incident, est-ce que votre première pensée a été à ce secteur qu'on essaie de développer, de relancer par des activités, des excursions? Il y a des opérateurs privés qui ont consenti certainement des efforts d'investissement pour se mettre sur ce créneau-là. Merci, M. Cissé. Je dois d'abord vous remercier de l'invitation. Donc, également déplorer ce qui s'est passé. À la même occasion, présenter également mes sincères condoléances à la famille, n'est-ce pas, des disparus. Il faut savoir également que l'activité touristique est réglementée. Il y a d'abord, comme il a dit, une direction qui s'occupe de la réglementation touristique. C'est une activité aujourd'hui qui nécessite d'abord au niveau hôtelier, d'abord un agrément et une autorisation d'exploitation pour les hôtels. Pour ce qui est des gens de voyage qui pratiquent également des excursions, il y a ce qu'on appelle une licence, n'est-ce pas, qui est attribuée, n'est-ce pas, aux gens de voyage. Maintenant, par rapport également au site en question, les sites également sont validés d'accord partie avec, n'est-ce pas, l'ensemble des voyagistes, aussi bien au niveau local qu'au niveau international. À ce que je sache, je n'ai pas encore souvenance au niveau du réseau de distribution que le site Île au Serpent est validé. Maintenant, il faut voir également qui a organisé l'excursion, il faudra situer les responsabilités. D'abord, du point de vue de la réglementation, il y a ce qu'on appelle également des assurances multirisques. Il y a tout un tas de cahiers de charges, n'est-ce pas, qui aujourd'hui entourent, n'est-ce pas, l'organisation du circuit touristique. C'est un incident malheureux, n'est-ce pas, donc il faudra le déplorer. Mais il faut également situer les responsabilités. En tout cas, c'est à déplorer, parce que si ça écorne l'image, n'est-ce pas, de la destination. Nous avons une longue pratique, n'est-ce pas, touristique de plus de 60 ans maintenant, donc nous avons l'habitude d'organiser. Et c'est rare de voir, n'est-ce pas, ce genre d'incident. Voilà, c'était une excursion de la direction des parcs nationaux qui l'organisait, ce n'était pas des privés, pour le coup. Et ce sont des îlots comme ça qui ont du potentiel touristique à développer pour vous? Il faut toujours des aménagements au niveau de ces zones. Il faut également de la validation. Parce que ce qu'on fait, on a ce qu'on appelle avec, dans le jargon, des partenaires avec le tour opérateur, avec des chefs de produits. N'est-ce pas, toute activité qui est vendue aujourd'hui, que ce soit l'île de Gorée, n'est-ce pas, que ce soit Lagrose, que ce soit les îles de Saloum, n'est-ce pas, tout ça est validé d'accord partie avec les chefs de produits qui représentent les tour opérateurs. Donc, c'est des endroits aujourd'hui qui sont aménagés, qui sont répertoriés, qui sont validés et qui sont également diffusés au niveau des brochures au niveau international. N'est-ce pas, les gens s'assurent quand même que toutes les conditions sont réunies pour que les clients puissent non seulement y aller, n'est-ce pas, avec les moyens logistiques, n'est-ce pas, qui assurent un certain nombre de sécurité, mais du point de vue également de l'accueil et de l'aménagement au niveau des zones, en termes de prestations à donner au niveau de ces sites, n'est-ce pas, que tout ça soit déjà, n'est-ce pas, rempli. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, Serpent ne rentre pas dans ce cadre. Donc, et ce n'est pas la direction également de l'environnement de faire ce genre d'initiative, n'est-ce pas. Donc, il y a des structures privées agréées, n'est-ce pas, pour les questions, n'est-ce pas, qui doivent mener ce genre d'activité. Il faut également que chacun reste à sa place, n'est-ce pas. Et donc, ça, c'est des choses quand même qui sont regrettables. Au moment où aujourd'hui, nous sommes en prélude, n'est-ce pas, d'une manifestation internationale de grande portée qui s'appelle le Tobreza, où on doit communiquer sur, n'est-ce pas, l'ensemble de ces destinations. Donc, une compétition, si vous voulez. Et j'ose espérer quand même que ce cas ne sera pas, n'est-ce pas, répertorié, n'est-ce pas, par les médias, donc qui quand même risque quand même de saper un peu, n'est-ce pas, l'image de la destination. Maître, comment faire pour que cet incident ne déteigne pas quand même sur la destination Sénégal? Est-ce que vous avez, vous, dans vos petits papiers, évalué le potentiel de ces îlots
que les Sénégalais et des touristes étrangers commençaient à beaucoup aimer fréquenter. La SAPCO Sénégal a un plan de développement au niveau national, parce que depuis 2004 qui marque l'extension de ses compétences, et 2013 une confirmation par la convention générale que l'État du Sénégal a signée avec la SAPCO. Nous avons créé une délégation au niveau du Cap-Vert, pour prendre l'exemple de Dakar, pour voir comment engager une mise en tourisme du Cap-Vert en prenant le paradigme de l'aménagement touristique. Puisque une chose est de voir le site dans son côté sauvage, mais une autre chose est de l'aménager pour que ça soit un site, en tout cas vivable, fréquentable. Et le rôle de la SAPCO, c'est d'engager en amont les études. Parce que vous savez, les études sont un préalable important. C'est ce qui amène une touche d'assurance. Monsieur le doyen Khan l'a dit, les tours opérateurs, les gens qui organisent les circuits, les personnes qui viennent ont besoin d'avoir un certain nombre de validations du point de vue des normes de sécurité. Et ça, je pense que cela demande une convergence entre tous les acteurs. Et la SAPCO s'est positionnée au niveau du Cap-Vert. Je donne l'exemple de l'île aux Serpents. Ce que nous n'avons pas encore développé un projet sur ça, mais nous avons, depuis la création de la délégation il y a de cela moins d'1 an, nous avons dit qu'il fallait voir les études, avoir des données réelles sur l'évolution dans le temps. Vous avez la question des courants marins. Est-ce que au niveau de cette zone-là, il y a suffisamment de sécurité pour que des gens puissent naviguer et y aller? L'état de navigabilité au niveau autour de Dakar, c'est beau, mais entre c'est beau et que c'est accessible, il y a tout un fossé. Et ce n'est pas le seul site. Vous avez d'autres sites au niveau national. Je donne l'exemple aujourd'hui du parc Nyokolokoba. Tout le monde cite le parc Nyokolokoba, mais il y a une différence entre avoir le potentiel de Nyokolokoba et la mise en tourisme réelle du Nyokolokoba. Parce que lorsqu'un touriste se perd dans le parc, est-ce qu'on a tout le dispositif en termes de couverture réseau? C'est un élément d'aménagement. En termes de pistes d'accès, c'est un élément d'aménagement. En termes de points d'eau, c'est un élément d'aménagement. Donc, le paradigme de l'aménagement est un paradigme important dans la mise en tourisme, n'est-ce pas, de nos sites. Vous avez la question, on a une question qui aussi fait l'actualité, vous avez les tonnerres, les paratonnerres. Qui osait imaginer aujourd'hui que Dakar ou quelque part dans nos pays, on pouvait être victime de la foudre. Mais c'est un élément d'aménagement. Comment faire de sorte que la protection civile puisse être intégrée pour que le touriste, qui n'est pas seulement l'étranger, je pense que toutes les vies humaines sont égales, se valent. Que ça soit le touriste interne qui quitte le Kolda pour venir à Dakar, visiter Gorée, il y en a qui le font. Que ça soit le touriste qui quitte Paris pour venir visiter Gorée ou les États-Unis pour venir visiter Gorée, à l'arrivée, c'est que est-ce qu'ils ont le confort d'abord de sécurité et les conforts maintenant urbains pour pouvoir profiter de leurs vacances ou de leur séjour. Moustapha Kane, vous êtes du patronat du tourisme. Est-ce que vos investissements pour développer certains sites et accompagner, est-ce qu'il est aussi accompagné par des investissements au niveau sécuritaire, infrastructurel de l'État pour pouvoir mettre tout ça en mesure, pour utiliser une autre expression dans notre secteur? Oui, moi je pense que c'est important d'évoquer cette question de sécurité. C'est une question aujourd'hui mondiale. D'abord, la sécurité à plusieurs niveaux, à 2 niveaux. Au niveau des établissements, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc l'essentiel déjà est pris en compte. Parce que c'est des investissements très importants. Au niveau national, aujourd'hui, je pense que aussi l'État a fait des efforts en termes de communication. Maintenant, on a vu également qu'il y a une bonne couverture, il y a une bonne présence, n'est-ce pas, de forces de sécurité au niveau, n'est-ce pas, de certains hôtels. Mais le plus important d'abord, c'est la communication. Et également au niveau diplomatique pour montrer également la position du Sénégal, sa lutte contre le terrorisme, également son engagement citoyen pour prendre en charge toutes ces questions. C'est une question fondamentale et qui aujourd'hui également constitue un élément de décision de voyage. Parce que les gens vont là où il y a la sécurité.
Donc ça, c'est très important. Mais au niveau de nos hôtels, je dois vous rassurer quand même que toutes les discussions sont prises et ça fait partie des critères pour un agrément. Une question à tous les deux. Il y a quand même un phénomène qui, osons le dire, qui tue beaucoup au Sénégal. On parle de menaces terroristes, mais c'est surtout les routes et qui est un fléau même pour les Sénégalais. C'est ça. Alors, les touristes se déplacent partout. Avoir des infrastructures routières quand même où il y a beaucoup de pertes en vies humaines. Est-ce que c'est de nature aussi à perturber l'activité du tourisme? Comment mettre en corrélation le développement des infrastructures, notamment routières, l'accessibilité des sites et surtout le danger que peuvent constituer nos routes? Je pense que les infrastructures, quand même, quand on parle de l'hôtellerie, Aliou a parlé, n'est-ce pas, d'accessibilité des sites. C'est fondamental et c'est très important. Au niveau des infrastructures, d'abord, il faut parler de... Moi, j'aime utiliser le terme connectivité. D'abord aérienne, terrestre et autres. Cela veut dire aujourd'hui que l'État, quand même, si on veut développer le tourisme, et dans la volonté de l'État également d'atteindre les objectifs, n'est-ce pas, qui sont assignés, l'État doit également aujourd'hui désenclaver d'abord au niveau aérien le Sénégal. Quand on parle de développement touristique, permet également au maximum de la clientèle, de flux touristiques, de venir sans difficulté au niveau du Sénégal, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Au niveau terrestre également, au-delà des routes, n'est-ce pas, c'est d'abord en termes de sécurité, en termes d'éclairage, mais également en termes de contrôle, n'est-ce pas, par rapport aux excès de vitesse, pour quand même que les gens qui circulent quand même ne soient pas, que leur vie ne soit pas remise en cause, n'est-ce pas, c'est fondamental. Mais il y a également les questions d'environnement par rapport également aux ordures, n'est-ce pas, qui longent le long de nos routes, tout ça, c'est des images quand même qui n'aident pas, n'est-ce pas, à donner au Sénégal l'image d'une destination convenable, n'est-ce pas, parce que c'est des éléments également de critères d'évaluation par rapport aux destinations, n'est-ce pas, qui sont les plus visitées ou bien les plus propres. L'autre part, c'est par rapport au niveau maritime. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu ce qui se passe par rapport à l'utilisation, que ce soit au niveau des pirogues traditionnelles, que ce soit au niveau, pour parler un peu des Indy Saloum, n'est-ce pas, qui est souvent utilisé. Moi, je pense qu'il faudra évoluer, n'est-ce pas, pour aller vers des choses, n'est-ce pas, modernes, mais qui garderaient un caractère ou bien artisanal dans la décoration, qui puisse quand même donner le sentiment que, voilà, donc c'est quelque chose qui est entièrement traditionnel. Dans nos pratiques de tous les jours, nous, en tant que vendeurs d'excursions, nous avons, n'est-ce pas, les bulletins d'information par rapport aux marées avec l'ANACIM. N'est-ce pas? C'est les bulletins de la météo. Pour voir également est-ce que telle activité peut être menée, n'est-ce pas, tel jour ou non, et ainsi de suite. C'est pourquoi je disais que la réglementation de nos activités fait que, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'erreur, mais en tout cas, les erreurs sont très limitées. Moi, je pense qu'il faut que l'État soit conforme, n'est-ce pas, avec ses ambitions. Maître Aliou Sow, directeur général SAPCO, le pays est en train de se doter, c'est vrai, d'un code du tourisme qu'on dit très innovant, qui met l'accent aussi sur la sécurisation des investissements, notamment pour lutter contre l'argent qui est investi dans le tourisme, le blanchiment et autres. Mais à la lumière de l'exposé de M. Kane, le défi est immense quand même pour la réalité du terrain, notamment infrastructurel, sécuritaire. Finalement, le problème de sécurité routière, c'est pas que pour les Sénégalais qui se déplacent d'une ville à l'autre, il interpelle aussi le secteur du tourisme. Oui, vous savez, moi, je suis convaincu que tout est tourisme. Le capital humain fait partie de la mise en tourisme d'un pays. Lorsque, par exemple, dans un pays, on ne peut pas trouver 2 à 3 personnes qui puissent parler anglais, cela réduit en termes de capacité. Donc, le capital humain, la formation de nos jeunes, la formation de nos femmes, la mise en tourisme de nos terroirs, de nos villes, n'est-ce pas? La question de l'aménagement urbain, la gestion de nos déchets. Mais ce qu'il faudrait noter, c'est que d'abord, il y a eu des efforts réels de l'État du Sénégal pour régler la question de la connectivité de notre pays. Que ça soit du point de vue externe, international et interne. À l'interne, je donne souvent l'exemple de la zone sud, qui est aujourd'hui une zone totalement désenclavée sur le plan routier. Vous avez le pont, tout le reste, c'est un réseau tout neuf. Vous revenez jusqu'à Tamba, c'est un réseau tout neuf. Vous pouvez même le longer jusqu'en Gambie, c'est un réseau tout neuf. Du côté de Keur Samba Dia,
le delta du Saloum, vous avez un réseau aussi tout neuf. La Grande Côte, vous avez aussi presque un réseau tout neuf. Donc, l'État du Sénégal a mis en place un programme qui permet d'assurer cette connectivité-là. Maintenant, le président de la République a lancé un défi, c'est comment intégrer la dimension de la salubrité. Deux petites questions subsidiaires, chacun choisit laquelle il répond. Aliou Sow, j'ai envie de vous interpeller sur le potentiel du balnéaire. On a quand même une côte qui est menacée par l'avancée de la mer dans certaines zones. Qu'est-ce qui est fait dans cela pour préserver nos côtes, notamment sur le littoral, Saly et ailleurs? Une question à Moustapha Kane. J'ai envie quand même de vous entendre sur ce potentiel qu'on a évoqué, notamment d'exploration de ces îles, de ces îlots, Sarpan, Madeleine. Des opérateurs privés se sont positionnés quand même. Aujourd'hui, on n'est pas en état de catastrophe naturelle comme on aurait pu le penser dans certaines situations, mais ça va quand même avoir des répercussions sur les investissements de ces opérateurs privés du tourisme. Comment on fait? C'est une bonne question, comment on fait? Aliou a rappelé aujourd'hui le désir de M. le Président de développer le tourisme. On n'en doute pas, mais pour moi, c'est encore timide. Je dirais même trop timide. Aujourd'hui, le Sénégal, comme je l'ai dit, a une pratique très longue de tourisme. Malheureusement, on est rattrapé par nos voisins, qui n'étaient pas nos concurrents en termes de produits au niveau international. Aujourd'hui, le Cap-Vert est mieux fréquenté que le Sénégal. La Gambie également commence à avoir des positions, n'est-ce pas, de développement touristique indéniables. Au début de nos aménagements, on était parti sur la base de la Tunisie, de l'autre côté plus loin, la République dominicaine, Cuba, et ainsi de suite. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas su garder. C'est vrai que vous avez évoqué tout à l'heure le cas du produit de loisirs, le balnéaire, avec sa composante plage qui a été remise en cause depuis plusieurs années, même si l'État, à travers la Banque mondiale, est en train de restaurer les plages, ce qui est une bonne chose que nous saluons. Mais les deux vocations que nous avons mis en avant au niveau depuis plusieurs années, c'est le balnéaire. Aujourd'hui, il faut diversifier. Nous avons plusieurs potentiels. Dans les années 94, la plupart, au niveau des tendances mondiales, on avait dessiné le développement du tourisme vers le patrimoine et le culturel. Des pays comme le Maroc ont su le faire avec Marrakech, n'est-ce pas? À Johannesburg, il y en a d'autres pays qui ont aujourd'hui développé le tourisme durable. Et les gens l'ont reçu. Mais on est resté sur ça. Il faut concevoir de nouveaux produits. Nous avons tout le potentiel. Les deux zones balnéaires que nous avons mis en avant, dont l'une des stations aménagées, c'est Saly. Cap Skirring n'a pas été aménagé, mais a été financé par les Israéliens à l'époque, au début, avec le Club Med, n'est-ce pas, autour du village de Cap. Donc, pour dire qu'on avait, n'est-ce pas, de grandes avancées, le Cap-Vert qu'on parle n'a pas d'arrière-pays. Il n'y a que le loisir. Nous avons, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut. Maintenant, l'État aujourd'hui, d'où mon incompréhension, au moins aujourd'hui, on met 30 milliards sur la DER pour financer. Je ne suis pas contre. Attention, je reçois beaucoup de jeunes dans cette émission. Je ne suis pas contre le financement également des petites structures, mais une activité touristique aujourd'hui qui emploie plus de 100 000 emplois directs et indirects, n'est-ce pas? Et qui aujourd'hui a 900 000 arrivées, emploie 100 000 emplois directs et indirects, qui aujourd'hui produit plus de 300 milliards de recettes, avec un niveau de contribution de plus de 6,8 points. L'État a des objectifs aujourd'hui de multiplier les emplois, les arrivées par 3. 2021, ils disent 2 millions d'arrivées. 2023, 3 millions d'arrivées. Mais l'État n'est même pas en mesure aujourd'hui de mettre plus de 5 milliards. C'est regrettable. Si le président également est convaincu, comme nous, n'est-ce pas, en tant qu'acteur, n'est-ce pas, de la capacité du tourisme de faire reculer la pauvreté, de créer des emplois, de créer la richesse, n'est-ce pas? Mais il faut investir dans le tourisme. La moyenne d'occupation actuelle aujourd'hui est de 30-35% des hôtels par rapport à la capacité. Ça veut dire que nous avons suffisamment de marge pour développer le secteur. Mais nous demandons à ce que l'État mette au moins 50 à 60 milliards. Au bout de 2 ans, l'État va atteindre ses objectifs. D'abord, l'aéroport, il faut développer. Il faut multiplier le nombre de passagers pour que ça soit rentable. Eh bien, ça passe par là. Ça passe par d'abord promouvoir la destination, mettre les ratios indiqués. Mais quand vous dites promouvoir la destination, c'est quoi? Mais promouvoir, c'est des moyens. Le tourisme est une activité, n'est-ce pas, concurrentielle, extrêmement difficile, n'est-ce pas, au niveau mondial. Vous ne sentez pas l'État à vos côtés? Mais non, pas suffisamment. Le président a marqué sa volonté que nous saluons. À 2 reprises, il est venu présider le lancement de la saison touristique. Ce qui est une première, n'est-ce pas? Il a eu quand même à faire des actes en revenant, n'est-ce pas, ce que nous saluons, sur les visas,
bon, c'est des bonnes initiatives, mais je pense que le tourisme aujourd'hui mérite plus que ça. L'agriculture aujourd'hui, on dépense combien d'agriculture? Et l'agriculture est saisonnière, n'est-ce pas? Donc, le tourisme peut employer en termes de capacité de main-d'œuvre, mais il n'y en a pas une autre activité. Maître Aliou, sans opposer tourisme, agriculture et économie informelle, ça reste timide quand même le soutien de l'État? Je ne partage pas l'avis de mon doyen Moustapha Kane. Moi, je pense que le tourisme est parti pour la relance. Pourquoi? Parce que depuis, il faut noter que de 2010 presque à 2012, on a eu une baisse drastique des investissements et même de la mobilisation de l'État dans le cadre du secteur du tourisme. Avec le président Macky Sall, je pense qu'il y a eu d'abord la saison touristique de 2013 qu'il a personnellement tenu à lancer. Il y a également la restauration des plages de Saly. Parce que Saly, il y avait une bonne partie des hôtels qui avaient fermé parce qu'on avait le phénomène de l'érosion côtière. Aujourd'hui, vous allez sur Saly, l'entreprise hollandaise, je pense que le président, le 18 octobre 2018, a procédé au lancement des travaux de restauration de la plage de Saly. Nous allons retrouver un bon nombre des hôtels qui étaient fermés, qui vont réouvrir. Vous avez une partie de la requalification de Saly avec les routes et autres. Et il y a un accompagnement dans le cadre de l'aménagement de Pointe-Sarène, etc. Et du point de vue global, je l'ai dit, le tourisme, ce n'est pas seulement ceux qui sont financés pour construire les hôtels, mais les routes aujourd'hui, le potentiel routier que vous avez au Sénégal, mais il est énorme, il est extraordinaire. On se dit même comment on a pu faire pour faire autant de routes dans un pays qui est en voie d'émergence. L'axe sud, vous avez un désenclavement sur le plan même aérien. Vous avez la Casamance, vous avez 4 vols par jour. Vous avez les bateaux, vous avez les routes qui sont praticables. Le delta du Saloum est accessible. La question de la connectivité, même du point de vue comment on fait pour relever le niveau de remplissage? Parce que finalement, c'est ça l'enjeu. Finalement, c'est ça l'enjeu. Le niveau de remplissage, il est bon. On a beau faire des infrastructures, faire de très beaux hôtels. Le niveau de remplissage, il est bon. À 35%, on pourra atteindre les 2 millions de passagers. Il est très bon. Aujourd'hui, le niveau de remplissage n'est pas bon. Mais par contre, ce qui est aujourd'hui constant et qui quand même est positif, c'est le développement du tourisme domestique et intracommunautaire. Ça, c'est une bonne chose qu'on doit capitaliser. Maintenant, pour revenir déjà à ce qu'Aliou disait tout à l'heure, c'est important également de le dire. Aliou a parlé de l'aménagement de Pointe-Sarène. Moi, je déplore le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de Sénégalais qu'on a mis devant. On n'a pas mis les professionnels. C'est-à-dire c'est les opérateurs privés étrangers. Il y a des Sénégalais. Non, mais aujourd'hui... Il n'y a qu'un seul étranger. Voilà, non, mais même si c'est les Sénégalais, ce ne sont pas des professionnels. L'activité est menée par des professionnels. Vous amenez un homme d'affaires, ça va faire ce qu'on a vécu. Je vous donne un exemple très précis. Regardez ce qui s'est passé. Dans les années 80, il y a eu également les tours opérateurs qu'on a mis devant. Mais les choses ont fondamentalement changé aujourd'hui. L'influence de Théo a considérablement diminué aujourd'hui. Si vous regardez les arrivées, vous verrez également le tourisme domestique prendre de l'ampleur, le tourisme intracommunautaire arrive, mais de l'autre côté également, les gens à qui on avait donné des surfaces, mais les ont vendus lorsqu'il y a eu la crise, n'est-ce pas? Et les Théo n'ont pas hésité aujourd'hui à rompre les contrats et à aller ailleurs. Il faut que l'État s'appuie sur le secteur privé national. Aujourd'hui, vous regardez aujourd'hui ce qu'a fait un Racine Sy à Saly, un Mamadou Sow à Saly, n'est-ce pas? Ici à Dakar, on voit également ce que Khalid Rahal a fait. Mais comment ça se fait qu'il y ait une concertation et vous pensez toujours que vous n'êtes pas assez impliqué? Non, mais moi, je pense que le secteur privé... Le secteur privé a sa place. Il faut, quand on veut bâtir le tourisme, on mise sur ce secteur privé. Je suis d'accord. C'est ça, c'est le secteur qui doit être le fer de lance, n'est-ce pas, de la destination, qui a la capacité de mobiliser et de renforcer parce que les gens vont payer eux-mêmes, n'est-ce pas, les moyens de la promotion, mais les autres ne le feront pas. Dès qu'il y a une petite tempête, eh bien, ils prennent la tangente et c'est fini. Et c'est ce qui est arrivé. Le domaine de Niani aujourd'hui a vendu le site, alors qu'ils ont bénéficié, n'est-ce pas, à un franc symbolique, 130 hectares. Le Palm Beach. Vous serez positionné les privés mais si c'est le privé nationaux. Si on donne, il faut obligatoirement réformer. Vous avez parlé du code, il faut également beaucoup de réformes pour que chaque investisseur qui arrive, qu'il soit expatrié, qu'il ait, n'est-ce pas, obligatoirement
n'est-ce pas, Des locaux, un partenariat local pour assurer le suivi. Moi, je suis d'accord. Je pense que tous les investisseurs qui arrivent, une bonne partie, travaillent avec des locaux. Maintenant, il appartient au secteur privé national de voir quel type de dialogue engager avec ces locaux, avec ces investisseurs étrangers, pour se positionner dans le business local. Ça, c'est... Est-ce qu'il y a un cadrage, un texte réglementaire à faire? Je pense qu'il y a un code des investissements au Sénégal. Il faut le voir. Il y a un pas spécifique. Je dis, mais il y a un... Il faut parler envers plus de spécificité. Moi, je suis d'accord avec ce qu'Alun dit. Moi, je ne doute pas de sa volonté de faire, n'est-ce pas? C'est un garçon qui est très disponible, n'est-ce pas, qui se bat tous les jours pour donner voix, n'est-ce pas? Mais ça va au-delà de lui. Je veux dire, n'est-ce pas? Il faut que le président, c'est des questions que le président doit prendre, n'est-ce pas, à bras le corps. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va se passer aujourd'hui, vous aménagez pour une Sarène Joal Fignon, vous mettez des expatriés aujourd'hui qui n'auront pas, n'est-ce pas, les coups, je ne dirais pas les coups de franche, mais ce ne sont pas des femmes, c'est des hommes d'affaires, ils sont là pour faire du business. Mais aujourd'hui, il y a des compétences avérées au niveau du pays et on espère, avec le Conseil sénégalais du tourisme qui a été installé récemment, n'est-ce pas, que toutes ces questions seront débattues et que des solutions seront proposées à M. le Président de la République pour des décisions. Voilà, donc j'aimerais vous entendre sur une toute dernière chose. Hein, chacun me le fait en 30 secondes. Est-ce qu'il faut opposer le tourisme de masse avec les hôtels et la construction de résidences qui souvent aussi échappent aux privés nationaux? Est-ce que l'un va sans l'autre? On peut les mener ensemble? Comment on fait? Notamment sur la station balnéaire de Saly, les hôtels sont beaucoup concurrencés par les résidences qui appartiennent à des privés nationaux comme étrangers. Comment on fait? Non, moi, je trouve et même des hôteliers qui se concurrencent eux-mêmes. Voilà, moi je trouve que aujourd'hui il faut intégrer le changement de comportement du touriste. Il faut, pour ne pas être surpris et dépassé. Le touriste, il n'est plus embrigadé par les tours opérateurs ni par les agences de voyage. Le tourisme, avec la digitalisation, fait que moi, je peux tout de suite dire, j'ai envie d'aller en Espagne, à Cordoba, j'ai pas besoin de passer par une agence de voyage. Je n'ai pas besoin de passer par un tour opérateur. Je me connecte. Vous choisissez le billet le billet le moins cher. Avec votre sac à dos, vous y allez. J'arrive là, je choisis mon hôtel. J'arrive, je peux même ne pas dormir dans un hôtel. Je peux dormir chez un ami. Je peux dormir avec des appartements meublés. Ou avec tout ce changement-là, je trouve que il est aujourd'hui important d'adresser la question en relation avec d'abord l'évolution du monde qui est marquée par le numérique, par la liberté du touriste. Deuxièmement, et les réseaux. C'est-à-dire les touristes n'évoluent plus de manière organique, mais ils évoluent en réseau. Vous évoquez quand même le meublé, vous savez qu'il a mis le bazar quand même dans certains pays qui prennent le temps de réglementer aujourd'hui. Est-ce qu'on va attendre d'être dépassé mais aujourd'hui, on parle d'appart-hôtel. Même la notion d'hôtel, elle commence à être dépassée. Le touriste d'aujourd'hui, il n'aime pas payer cher. Les 5 étoiles ont des problèmes pour de rentabilité. Oui, mais il y a le tourisme d'affaires encore. Non, je vous dis, c'est-à-dire, ce n'est pas un débat qu'on peut épuiser ici. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'il y a la question du changement de comportement du touriste. Il y a la question de la mobilité des capitaux, c'est-à-dire les mêmes acteurs qui investissent ici au Cap-Vert vont investir au Maroc, vont investir au Sénégal, vont investir aux États-Unis, en France. La question fondamentale qu'il faudrait voir, c'est que est-ce que notre système global, n'est-ce pas, est suffisamment résilient pour tirer toutes ces opportunités-là. Sur cet aspect-là, Moustapha. Sur cet aspect-là, d'abord, je dois dire aussi, on a terminé. Les résidences. Moi, je ne suis pas d'accord avec les résidences. À l'époque, par rapport au projet de Saly, il était prévu 20% de résidences, les 80% en hôtel. Aujourd'hui, c'est le sens inverse. Et aujourd'hui, on n'a pas de contrôle sur ce qui se fait dans les résidences. De deux, par rapport à la réglementation, quand vous dites ce qui se fait dans les résidences, mais je veux dire, par rapport aujourd'hui, il n'y a pas de traçabilité de la clientèle qui passe. Aujourd'hui, il y a la taxe de nuitée, il y a l'IS, la TVA, il n'y a pas aujourd'hui de reporting par rapport à cela. En termes de création d'emplois, nous sommes un pays en voie de développement. En termes de création d'emplois, le ratio est le plus élevé au niveau des hôtels. Il faut construire des hôtels si nous voulons, n'est-ce pas, évoluer. Maintenant, tout est réglementé.
Si, quel que soit aujourd'hui le niveau, n'est-ce pas, d'hébergement, s'il n'y a pas de réglementation derrière, il ne faut pas créer. Il faut qu'il y ait un contrôle strict par rapport à cela. Donc, nous savons tous aujourd'hui que par rapport à des éléments de sécurité, les bandits ne vont pas dans des endroits comme les hôtels et choses, ils vont dans des endroits les moyens contrôlés. N'est-ce pas? Donc, moi, je pense que c'est ça. Il y a le défi sécuritaire dans les résidences aussi. Également, et moi, je ne conseille. Et maintenant, l'autre élément, par rapport également à la destination, je dois montrer également que des pays comme la France, comme l'Espagne, à qui on parle d'arrivée de 80 millions, c'est d'abord le tourisme domestique. Ouais. C'est le tourisme domestique. Et également, on a tout important. C'est pourquoi aujourd'hui, l'État doit également travailler avec, n'est-ce pas, le Conseil sénégalais du tourisme et les professionnels pour avancer. Je pense que votre cause sera entendue. Maître, je vous entends sur une toute dernière chose. Est-ce que vous êtes aux côtés des populations qui souvent se plaignent de l'accaparement de leurs terres pour des projets touristiques qu'on présente comme des projets d'utilité publique? Vous dirigez la SAPCO. Comment on fait? Guéro, Mbour, Mouara, comment on fait? Comment on agence tout ça de sorte à ce que le tourisme ne vienne pas agresser les populations locales dans ce qu'ils ont de plus substantiel, de l'attachement à leur terroir? Je pense que c'est d'abord les populations elles-mêmes qui doivent faire attention par rapport à l'arrivée des investisseurs. Parce que généralement, elles crient, mais ce sont des acteurs locaux qui procèdent à la vente des terres. Bon, pour les exemples que je donne quand même, c'est plutôt des terres déclassées. Hein. Non, c'est en fait, je donne l'exemple, en ce qui concerne les structures publiques, tout part d'une étude, tout part aussi, n'est-ce pas, d'un diagnostic référencé pour dire voilà un site d'intérêt touristique qu'il faudrait aménager avec des études préalables, des études d'impact social et environnemental, et un master planning qui est formulé, qui prend en compte, n'est-ce pas, les intérêts des populations en termes d'emploi direct, d'emploi indirect et d'impact économique, socio-économique. Mais à côté, je pense qu'il faudrait que le dispositif de surveillance, mais aussi la conscientisation des populations par rapport à leurs propres responsabilités est importante. Et nous nous sommes positionnés en allant au Cap, procéder à ce qu'on appelle la requalification du Cap Skirring. Nous avons, à l'instar de Saly, créé une direction de la requalification du Cap Skirring où on se pose pour donner tous les services qu'on donne à Saly. On le fera parce que nous avons signé une convention entre la SAPCO et la commune de Tivaouane-Niaga-Peulh sur la préservation du lac, la préservation touristique du lac, et sous l'égide du ministre du Tourisme et des Transports aériens. Et aujourd'hui, je pense que cette dimension-là, il n'y a que le renforcement de la sensibilisation des populations, mais aussi que les structures publiques qui ont en charge ces volets puissent prendre leurs responsabilités et travailler à sécuriser tout ce potentiel-là. Sur les populations, Moustapha, très rapidement, sur les populations, c'est juste reprendre également les propos du président du Conseil sénégalais du tourisme, M. Racine Sy, lors de son installation, qui s'est engagé, n'est-ce pas, à la formation des populations locales, qui sont une partie très importante du dispositif. Également dans les valeurs d'accueil, n'est-ce pas, de la protection des sites, n'est-ce pas, touristiques, n'est-ce pas, mais surtout également leur implication et leur formation par rapport également aux métiers qu'ils se sont décidés de faire pour accompagner, n'est-ce pas, le secteur. En tout cas, c'est ça que je voulais dire. Messieurs, pour remercier également mon... J'ai été très heureux de vous avoir. Je recevais Maître Aliou Sow, jeune avocat quand il était nommé, mais il commence à pousser des cheveux blancs. Je pense que c'est la charge de travail et les difficultés d'avoir des gens téméraires en face. Moustapha Kane, en tout cas, merci. Moustapha Kane, membre du patronat du tourisme et surtout membre du Haut Conseil du dialogue social. Ça discute beaucoup au Conseil du dialogue social ou vous faites discuter les autres? Ça discute parce qu'on a besoin de pacifier le pays pour que les gens puissent travailler sereinement. Moustapha Kane, merci. Ce sera un autre débat, le dialogue social. Maître Aliou Sow, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était votre émission EcoDev spéciale en français.